Alors, nous allons parler du droit du travail, avec le droit de grève. Alors, commençons dès maintenant avec un sommaire. Alors, qu'est-ce que la grève? La définition du mot grève. Puis, l'histoire du droit de grève. Ensuite, l'article du Code du travail. Puis, les différences du droit de grève dans les entreprises privées et du droit de grève dans les entreprises publiques. Et nous finirons avec les différents types de grève. Or, définition. Grève. Action collective qui consiste, pour les salariés d'une entreprise, d'un secteur d'activité d'une profession, à cesser le travail de manière concertée. La grève est une épreuve de force pendant laquelle les salariés grévistes ne sont pas rémunérés, tandis que l'employeur voit son activité et ses bénéfices diminuer. Venant en appui à une revendication collective ou à la défense d'intérêts communs, la grève a pour objectif de faire pression sur les dirigeants d'entreprise ou les pouvoirs publics en vue d'une négociation ou pour obtenir la satisfaction de revendications, augmentation de salaire, amélioration des conditions de travail, avantages spécifiques, annulation d'une décision. En France, la grève a été progressivement légalisée à partir de 1864. Loi Olivier du 25 mai 1864. Le droit de grève a été reconnu par la Constitution de 1946, alinéa 7 du préambule. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. La grève peut être interdite à certaines professions: militaires, gardiens de prison, les douaniers, les pompiers, les policiers. Histoire du droit de grève. En 1791, les lois dites Le Chapelier des 22 mai et 14 juin 1791 interdisent les coalitions de métiers et les grèves. En 1810, promulgation du Code pénal de Napoléon Ier qui soumet à l'agrément du gouvernement toute association de plus de 20 personnes et réprime très sévèrement toute coalition ouvrière tendant à la cessation du travail ou à la modification des salaires. « 1849. Loi du 27 novembre 1849 rappelant l'interdiction des grèves. « 1864. Loi du 25 mai 1864, dite Olivier, supprimant le délit de coalition et reconnaissant le droit de grève. « 1892. Loi du 27 décembre 1892 sur la conciliation et l'arbitrage facultatif en matière de différends collectifs entre patrons et ouvriers ou employés. Tentative de mettre sur pied des procédures de règlement pacifique des conflits collectifs du travail. « 1936. Loi du 31 décembre 1936 sur les procédures de conciliation et d'arbitrage. La loi spécifie que dans l'industrie et le commerce, tous les conflits collectifs du travail sont soumis aux procédures de conciliation et d'arbitrage avant toute grève et tout le caout. 1946. Inscription du droit de grève et du droit syndical dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, alinéa 7. 1950. Le droit de grève est accordé aux fonctionnaires civils sur le fondement du préambule de la Constitution de 1946,
Arrêt du Conseil d'État du 7 juillet 1950, dit arrêt de haine. Mais certaines catégories de fonctionnaires sont interdits de grève. Il s'agit des compagnies républicaines de sécurité, plus connues sous le nom de CRS, par une loi de 1947, des personnels de police, par une loi de 1948, et des magistrats, en vertu d'une ordonnance de 1958. La loi du 11 février 1950, relative aux conventions collectives et aux procédures de règlement et de conflits collectifs du travail, réinstaure une conciliation obligatoire et une procédure d'arbitrage facultative, procédure suspendue en 1939. Elle contient une disposition selon laquelle la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable aux salariés. 1957. Loi du 26 juillet 1957 favorisant le règlement des conflits collectifs de travail. La conciliation devient une étape préalable obligatoire. La loi généralise la procédure de médiation. 1961. Loi de finances rectificative du 29 juillet 1961. L'article 4 de la loi porte sur les conditions de service fait et non fait et la retenue pour fait de grève appliquée selon la règle du 30e indivisible. Retenue du 1/30 du salaire mensuel par journée de grève, quelle que soit la durée de l'arrêt de travail au cours de la journée. 1963. Loi du 31 juillet 1963 sur les modalités de la grève dans les services publics, prévoyant notamment l'institution d'un préavis syndical de 5 jours francs avant le déclenchement d'une grève. « 1977. Loi du 22 juillet 1977 fixant les conditions du service non fait et de retenue de salaire. 1979. Loi du 26 juillet 1979 modifiant la loi du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et la télévision en vue d'assurer la continuité du service public en cas de cessation concertée du travail. 1980. Loi du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires assurant en pratique une continuité de service en cas de grève. La loi oblige les parties intéressées à négocier pendant la durée du préavis. 1982. Loi du 13 juillet 1982, dite le port, sur les droits et obligations des fonctionnaires, stipulant notamment que les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent. Loi du 19 octobre 1982, relative aux retenues pour absence de service fait par le personnel de l'État, des collectivités locales et des services publics, instaurant des retenues proportionnelles aux services non faits. 1984-1985. Loi du 31 décembre 1984 et décret du 17 décembre 1985, fixant réglementairement un service minimum dans la navigation aérienne. 1986. Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prévoyant un service minimum limité à la continuité du service pour les personnels des sociétés de programme et l'entreprise Télédiffusion de France, TDF. Il revient au président de chaque société de prendre des mesures pour assurer le service minimum, au besoin en réquisitionnant des personnels. 1987. Loi du 13 juillet 1987, journal officiel du 30, réintroduisant avec l'amendement Lamassoure la règle du 30e indivisible pour la retenue de salaire. Le
Conseil constitutionnel, décision du 28 juillet, déclare conforme à la Constitution son application aux fonctionnaires de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif, mais contraire à la Constitution, son extension à l'ensemble des agents du service public. Février 1999. Publication du rapport du sénateur Claude Durier sur la proposition de loi relative au service minimum en cas de grève dans les services et entreprises publiques. Juillet 2003. Circulaire du 30 juillet 2003, journal officiel du 5 août, relative à la mise en œuvre des retenues sur la rémunération des agents publics de l'État en cas de grève. Décembre 2003. Publication d'un rapport d'information déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur le service minimum dans les services publics en Europe. Juillet 2004. Remise au ministre de l'Équipement des Transports du rapport de Dieudonné Badalkern intitulé « Commission pour la continuité des services publics dans les transports terrestres de voyageurs ». Le rapport propose un nouveau cadre législatif visant à faciliter les négociations avant la grève et à rendre obligatoire l'information individuelle des salariés sur leur intention de faire grève. Il prône aussi l'obligation pour les partenaires de négocier, via des accords d'entreprise, de porter la durée du préavis de grève de 5 à 10 jours et souhaite que les directions puissent établir des prévisions de trafic fiables. Septembre 2004. Enregistrement au bureau de l'Assemblée nationale d'une proposition de loi relative à la mise en œuvre d'un service essentiel pour les transports terrestres de voyageurs, déposée par Hervé Mariton. La proposition reprend l'essentiel des préconisations du rapport Badalkern. 2007. Loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social instaurant une nouvelle méthode de concertation avec les partenaires sociaux sur les projets de réforme en touchant à leur secteur d'action. Loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, instaurant un niveau minimal de service. 2008. Juin 2008. Publication du rapport du Centre d'études et de l'emploi entre grève et conflit, les luttes quotidiennes au travail. Loi du 23 juillet 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire, notamment en cas de grève. Février 2009. Publication du rapport d'information d'Hervé Mariton sur l'évaluation économique et financière des récents mouvements sociaux à la SNCF et l'impact du service minimum. Grève de décembre 2008 et janvier 2009. Le Code du travail. Article L. 2511-1. L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire, telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunération et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit. Différence du droit de grève dans les entreprises privées et les entreprises publiques.
Les entreprises privées. Toutes les revendications professionnelles sont-elles tolérées? Avant de répondre, il est nécessaire de rappeler la définition juridique de la grève. Alors, la grève, c'est une cessation collective et concertée du travail dans le but de faire aboutir des revendications professionnelles. Donc, la qualification du mouvement de grève dépend de cette nature professionnelle et donc la revendication doit absolument être professionnelle. Mais par ailleurs, il n'y a pas d'autres conditions exigées. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas exiger de la part de l'employeur qu'il ait la capacité de répondre à ces revendications, comme on n'exigera pas non plus de la part des salariés qu'ils émettent des revendications dites raisonnables. Donc l'opportunité du déclenchement de la grève appartient aux seuls salariés grévistes. Le préavis de grève est-il obligatoire? Alors non. Les salariés grévistes des entreprises de droit privé ne sont pas tenus de respecter un préavis, contrairement à ce qui existe dans le secteur public. D'ailleurs, une convention collective ne peut pas comprendre une clause qui imposerait le respect d'un préavis de grève. Seule la loi dispose de cette compétence et le législateur français, pour le moment, n'a pas pris cette mesure d'imposer un préavis de grève à l'encontre des salariés de droit privé. Est-on rémunéré lorsqu'on choisit de faire grève? Non, le salarié gréviste n'est pas rémunéré puisque la grève entraîne la suspension du contrat de travail et de ce fait, l'employeur est complètement délié de son obligation de verser la rémunération puisque le salarié gréviste n'exécute pas sa tâche. Néanmoins, l'employeur est tenu de respecter ce qu'on appelle la règle de l'abattement proportionnel. Donc la diminution du salaire doit correspondre justement au temps de grève. Donc ça, c'est le principe. Le salarié gréviste n'est pas rémunéré. En revanche, il existe une exception lorsque la grève est motivée par un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations. Dans ce cas, l'employeur est tenu de rémunérer les salariés grévistes. Peut-on faire grève seul? Alors non, un salarié ne peut pas faire grève tout seul parce que la grève est un droit qui finalement a une double nature. C'est un droit qui est à la fois individuel et collectif. Donc individuel dans le sens où chaque salarié dispose de la faculté ou non de faire grève, et collectif dans la mesure où justement la définition de la grève repose sur cette cessation collective et concertée du travail. Donc un salarié ne peut pas faire grève tout seul. Il existe deux exceptions. La première, évidemment, si le salarié est le seul et unique salarié de son entreprise, donc dans ce cas, il faut que son droit de grève soit de toute façon garanti. Et l'autre exception, le salarié peut faire grève tout seul lorsqu'il répond à un mot d'ordre de grève qui a été formulé sur le plan national. Un employeur peut-il remplacer des salariés grévistes? L'employeur ne dispose pas de ces mesures. Il ne peut pas avoir recours au contrat à durée déterminée, comme il ne peut pas avoir non plus recours à l'intérim. Les mesures dont il dispose pour réorganiser son entreprise, parce qu'il faut absolument que l'entreprise poursuive son activité néanmoins. Donc les mesures dont il dispose, le bénévolat, le contrat de travail à durée indéterminée cette fois-ci, ou le recours aux heures supplémentaires. Et là, il peut effectivement demander aux salariés non grévistes d'assurer des heures supplémentaires. Les salariés ont-ils le droit d'occuper leur lieu de travail? Le droit de grève n'entraîne pas le droit d'occuper arbitrairement les lieux de travail. L'occupation des lieux de travail constituera un trouble manifestement illicite si cette occupation entrave la liberté du travail. Donc finalement, à partir du moment où cette occupation du travail des lieux de travail va entraîner justement une entrave à la liberté du travail, là cette occupation ne sera pas admise. Mais la jurisprudence tolère une occupation dite symbolique des locaux, donc à savoir une occupation qui est temporaire et qui n'entraîne pas cette entrave à la liberté du travail. Mon employeur a-t-il le droit de me licencier pour avoir participé à une grève? Le droit de grève en France est un droit qui est constitutionnellement garanti. Donc le salarié gréviste est protégé. Et d'ailleurs, le Code du travail énonce d'une part que l'exercice du droit de grève n'entraîne pas la rupture du contrat de travail sauf faute lourde. Et d'autre part, le Code du travail énonce aussi qu'un salarié gréviste ne peut pas faire l'objet d'une sanction, d'un licenciement ou d'une mesure discriminatoire parce qu'il exerce son droit de grève. Donc il est protégé, il ne peut pas faire l'objet
d'une mesure disciplinaire, sauf s'il commet une faute lourde, et ce qui peut être le cas, par exemple, lorsqu'il est auteur d'actes de séquestration ou lorsqu'il empêche les salariés non grévistes de travailler. Et dans ce cas, il peut être sanctionné. L'employeur peut prendre une mesure disciplinaire et, au besoin, avoir recours au licenciement. Les entreprises publiques. Tous les fonctionnaires ont-ils le droit de se mettre en grève? Eh bien non, tous les fonctionnaires n'ont pas le droit de grève. Alors déjà, il faut savoir que par le passé, aucun fonctionnaire n'avait le droit de grève à raison du principe de continuité qui régit le fonctionnement des services publics, principe qui permet aux usagers d'exiger un fonctionnement continu du service public. Alors les choses ont changé après la Seconde Guerre mondiale, on est venu enfin reconnaître le droit de grève aux fonctionnaires, mais ce n'est pas un droit absolu justement du fait du principe de continuité du service public. Donc en fait le législateur doit concilier ces principes contradictoires et la conciliation passe par une limitation du droit de grève, et cette limitation, va jusqu'à la suppression du droit de grève pour certaines catégories de fonctionnaires. Alors, les fonctionnaires en question, ce sont les militaires, les policiers, les CRS, les magistrats judiciaires, les surveillants pénitentiaires, et puis également quelques agents du ministère de l'Intérieur. Donc on le voit en fait, c'est des services publics trop sensibles pour supporter la moindre interruption du service. Qui garderait les prisonniers en cas de grève des surveillants pénitentiaires, ça serait quelque peu gênant, vous l'imaginez. Le dépôt d'un préavis de grève est-il obligatoire ? Alors oui, le dépôt d'un préavis de grève est obligatoire, contrairement à ce qui se fait dans le secteur privé, où les salariés peuvent finalement décider d'un mouvement de grève quand ils le souhaitent. En public, le dépôt d'un préavis est obligatoire au moins 5 jours francs avant le début de la grève. Et donc ce préavis doit être motivé. On doit indiquer les raisons de la grève, le lieu de la grève, la date, l'heure et la durée probable de la grève. Et si on venait à faire grève avant que la durée des 5 jours soit expirée, la grève serait considérée comme illégale et les fonctionnaires y participants s'exposeraient à des sanctions disciplinaires. Qu'est-ce que le service minimum ? Alors, le service minimum, justement, c'est une des limitations du droit de grève des fonctionnaires afin d'assurer un fonctionnement continu du service public. En fait, le législateur peut imposer à certains gestionnaires de services publics une activité minimum. En fait, on vient limiter le nombre potentiel de grévistes afin qu'il y ait une activité minimum. Alors, c'est le cas, par exemple, pour la navigation aérienne. C'est le cas également à l'hôpital. Alors très concrètement, on veut que quand il y a une grève dans un hôpital, il y ait au moins le personnel qu'il y ait un dimanche ou un jour férié, puisque forcément on ne peut pas interrompre les soins comme ça, les malades restent malades. Et c'est le cas plus bizarrement en cas de grève à la radio et à la télévision publique. Il faut qu'il y ait un service minimum, donc un minimum d'émissions sur les chaînes publiques, qu'elles soient hertziennes ou sur les ondes. Différents types de grève. La grève tournante. Grève concertée entre tous ou une partie des salariés qui se relèvent pour faire grève de façon à ce que les effectifs de travail ne soient jamais au complet sans trop de perte de salaire. Grève perlée se traduit par un ralentissement volontaire de l'activité. Ce n'est pas une grève au sens juridique du terme, mais une inexécution de ses obligations contractuelles de la part du salarié. Ce type d'action est illégal en France. Grève du zèle consiste à appliquer les règlements dans leurs moindres détails. Avantage pour le gréviste, il réalise son travail, donc cette action est licite. Cas des douaniers ou des professionnels pour lesquels la grève est interdite, et il perçoit son salaire. Mais il fait tendre sa productivité vers zéro. En France, la grève du zèle est prohibée dans la fonction publique. Grève sauvage. Cessation collective, volontaire et concertée du travail en dehors de toute consigne syndicale par des salariés refusant d'astreindre leurs revendications au seul cadre de leurs préoccupations professionnelles. Grève générale. Grève regroupant l'ensemble ou la grande majorité des travailleurs d'un pays autour des mêmes revendications principales. Grève de la faim.
méthode parfois utilisée dans des cas particulièrement tragiques, par exemple par des sans-papiers ou des prisonniers désespérés. Elle a aussi généralement un caractère politique. Il existe aussi des grèves de la soif. Grève à la japonaise. Cessation collective du travail où les grévistes mécontents portent un brassard durant leurs heures de travail. Ils affichent parfois leurs revendications. Grève solidaire. Cessation collective du travail d'une partie des salariés visant à soutenir, par solidarité, les revendications d'une autre catégorie de travailleurs en grève. Grève avec piquet de grève. Les grévistes se réunissent devant le lieu de travail, dans le cas où les piquets de grève empêchent physiquement les non-grévistes d'aller travailler. Ce type de grève est illicite en France. Grève avec occupation. Conflit collectif du travail au cours duquel les salariés grévistes occupent les locaux. Les premiers cas en France ont eu lieu durant les grèves de 1936, qui ont abouti à l'obtention des congés payés. La grève politique. Ce type de grève se donne pour objet non d'infléchir la position prise par l'employeur sur ses revendications professionnelles, mais d'affirmer une position politique. En France, la grève politique est rattachée, d'un point de vue légal, à un usage abusif du droit de grève, même si en pratique elle est en fait parfois autorisée. La grève de 59 minutes. La grève de 59 minutes est un mode de protestation développé par les syndicats français pour utiliser une faille de la législation sur le service minimum. Explication. La loi prévoit qu'au-delà d'une heure de grève en France, c'est une journée de salaire qui est retransée. Dans le silence de la loi, ce serait seulement 55 minutes de salaire qui seraient amputées de la paye, si la grève durait moins d'une heure. Fin.